Je suis un penseur de la rupture, c'est-à-dire que selon moi, chaque période de l'histoire est conditionnée par un horizon épistémologique qui lui est propre. J'utilise le concept de l'épistémé, que je définis en tant que l'ensemble de pratiques discursives et des a priori qui articulent le savoir d'une époque et d'une société donnée, dans une démarche d'historicisation des savoirs. J'appelle ce processus l'archéologie du savoir. J'examine donc l'histoire des changements des régimes discursifs propres à chaque époque, tels qu'informés par la sensibilité sociale de cette époque. Je crois que l'homosexualité à mon époque et son horizon discursif s'inscrit dans un épistémé médical qui pathologise notre conception de la sexualité. Mais nous pouvons aussi aborder la sexualité sous un mode différent. Par exemple, celui de l'érotique grecque, qui est de nos jours inadéquatement décrit en termes de pédérastie ou de simple tolérance à l'égard des comportements homosexuels. En voici un exemple qui décrit la coutume pédérastique à l'époque, abordée par Socrate dans le banquet. Enfin, Socrate arriva, sans s'être attardé aussi longtemps que d'habitude, comme on était à peu près au milieu du dîner. Viens t'asseoir ici, Socrate, près de moi, afin qu'on te chance de me communiques les sages pensées qui te sont venues dans le vestibule. Car il est certain que tu as trouvé ce que tu cherchais et que tu tiens, sans quoi tu n'aurais pas bougé de place. Il serait à souhaiter, Agathon, que la sagesse fût quelque chose qui peut couler d'un homme qui en est plein dans un homme qui en est vide, par l'effet d'un contact mutuel, comme l'eau passe par l'intermédiaire du morceau de laine de la coupe pleine dans la coupe vide. Si l'on est ainsi de la sagesse, je ne saurais trop priser la faveur d'être assis à tes côtés, car je me flatte que ton abondante, ton excellente sagesse va passer de toi en moi et me remplir, car pour la mienne, elle est médiocre et douteuse, et semblable à un songe. Mais la tienne est brillante et prête à croître encore. Après t'avoir dès la jeunesse jeté tant de lumière et s'y être révélé avant-hier avec tant d'éclat à plus de 30 000 spectateurs grecs. Afin de comprendre les comportements homosexuels et homoérotiques en Grèce antique, on doit se détacher de notre propre épistémé et des a priori qui sous-tendent et conditionnent le terme homosexualité. En effet, on pourrait se demander pourquoi le comportement homosexuel, pourquoi les activités et les plaisirs qui en relèvent font-ils l'objet d'une préoccupation morale? Pourquoi ce souci éthique qui, au moins à certains moments, dans certaines sociétés ou dans certains groupes, paraît plus important que l'attention morale qu'on porte à d'autres domaines pourtant essentiels dans la vie individuelle ou collective, comme les conduites alimentaires ou l'accomplissement des devoirs civiques? Bien, en me posant ces questions, je parviens à comprendre les pratiques pédérastiques de la sexualité grecque comme s'inscrivant dans un continuum de pratiques plus vastes et spécifiques à la culture gréco-romaine, celle du souci de soi. La thématique de la sexualité de l'époque est une interrogation sur les esthétiques de l'existence et les technologies de soi. Une technologie du soi regroupe les diverses manières par lesquelles nous élaborons un savoir sur nous-mêmes. Il s'agit en quelque sorte du développement d'un art de l'existence et d'un idéal de maîtrise de soi à partir desquels on est jugé afin de trouver une forme d'harmonie avec le monde. Les pratiques pédérastiques sont des pratiques réfléchies et volontaires par lesquelles les hommes non seulement se fixent des règles de conduite, mais cherchent à se transformer eux-mêmes, à se modifier dans leur être singulier et à faire de leur vie une œuvre qui, par certaines valeurs esthétiques, répondent à certains critères de style. Cette conception du souci de soi est aussi présentée dans l'Alcibiade de Platon, où Socrate cherche à faire comprendre à Alcibiade que le soin de soi est un atout politique important et que c'est donc par la connaissance de soi que l'on devient un bon dirigeant. Ton langage, Socrate, est à mon sens excellent, mais essaie de m'expliquer de quelle façon nous pourrions bien prendre soin de nous-mêmes. Eh bien, nous avons déjà pris une certaine avance, puisque ce que nous sommes, un accord convenable s'est établi entre nous. Mais nous avions peur d'un faux pas à ce sujet, que nous fîmes, sans nous douter, prendre soin de quelque chose d'autre, au lieu que ce fût de nous-mêmes. C'est exact. Tout il suivait précisément, c'est que là qu'il faut avoir souci, et que c'est là le but qu'il faut viser.
Quant aux soins de prendre du corps et des affaires d'argent, il faut le remettre à d'autres, sans conteste. Demandons-nous, quelle est la chose qui permettrait, si nous dirigions sur elle notre regard, à la fois à l'œil et à nous-mêmes, de se voir? Manifestement, Socrate, c'est en le portant sur un miroir ou quelque chose qui y ressemble. C'est de la même, mais l'œil, instrument de notre vision, ne renferme-t-il pas, lui aussi, quelque chose de semblable à un miroir? Eh, absolument! De fait, as-tu dû observer qu'en portant ton regard sur l'œil de quelqu'un, on voit son propre visage se refléter dans l'organe visuel de celui qui nous fait face, comme dans un miroir. N'est-ce pas dans ce que nous appelons précisément la pupille qu'il y a une image de celui qui regarde? C'est la vérité. Donc un œil contemplant un œil, et dirigeant son regard sur ce qu'il y a de meilleur en lui, cette pupille qui est l'instrument de la vision, voilà dans quelles conditions l'œil se verrait lui-même. Mais si, à la vérité, il regardait du côté de quelques autres parties de l'homme, ou de quelque objet que ce fût, à l'exception de celui auquel justement il est semblable, il ne se verrait pas lui-même. Ici sont présentées un ensemble de méthodes formalisées et codifiées conçues pour soutenir et renforcer la relation individuelle avec soi-même. Ainsi, la relation à soi et à l'identité du citoyen grec est constituée à travers des pratiques du soi relatives à la sexualité. Ces pratiques servent à mettre à l'épreuve la maîtrise de soi-même ou à œuvrer en vue de la construction de son propre être. Elles s'exercent autant sur le plan pratique que théorique et ont pour but d'être une forme d'entraînement, de préparation à des situations réelles qui peuvent être artificiellement provoquées. On peut penser notamment à l'abstinence sexuelle ou encore au renoncement à des plaisirs à portée de main comme exemple de telle méthode. Ce que nous désignons par le terme pédérastie de nos jours s'intègre directement dans cette idée de technologie du soi qui se transmet d'homme à homme par les pratiques érotiques et le discours. Ainsi, la conception de la sexualité dans la Grèce antique s'inscrit à la fois sur un plan éthique et un plan politique de transmission de savoir et de développement de soi. Comme Socrate dit, en regardant un miroir, nous nous y verrions nous-mêmes en même temps que nous le verrions. L'âme aussi, si elle veut se connaître elle-même, doit regarder une âme. On constate que la transmission de l'amour, de la vérité dans les dialogues emprunte la voie de l'érotique. À travers mon analyse, je tente de souligner la relativité et la variabilité historique du fait pathologique de la pédérastie, mais aussi plus généralement du fait discursif présent chez les Grecs. J'ai cherché à mettre en évidence dans l'histoire que chaque époque est en fait constituée de la production d'énoncés discursifs qui la représentent. C'est en considérant cette dimension du souci et du perfectionnement de soi que prennent l'homosexualité et la pédérastie que l'on peut mieux cerner le rôle que ces pratiques jouaient dans la société grecque, notamment le rapport de l'institution pédérastique à l'initiation au savoir du mode de vie. Nice! C'est assez bon.